Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui, enfin, pour une nouvelle petite histoire de Monsieur Chesterton avec le fameux Père Brown. L'histoire s'intitule Le duel du docteur Hirsch. Monsieur Maurice Brun et Monsieur Armand Armagnac traversaient les Champs-Élysées sous un beau soleil. Il émanait d'eux une sorte de respectabilité vibrante. Tous deux étaient petits, vifs et résolus. Tous deux avaient une barbe noire qui ne semblait pas être d'origine, conformément à cette bizarre mode française qui fait paraître artificielle la plus authentique des pilosités. Monsieur Brun, une espèce de cône foncé qu'on aurait cru coller sous sa lèvre inférieure, et Monsieur Armagnac, pour faire nouveau, deux cônes pointant de part et d'autre d'un menton catégorique. Tous deux étaient jeunes et athées, avec une déconcertante rigidité de vision et néanmoins une grande diversité d'expression. Tous deux étaient des disciples du grand docteur Hirsch, chercheur, journaliste et moraliste. Monsieur Brun s'était fait connaître pour avoir proposé de bannir l'expression courante « adieu » de tous les classiques de la littérature française et d'imposer une amende, au demeurant modeste, pour son emploi en privé. Ainsi, disait-il, le nom de ce dieu imaginaire aura pour la dernière fois retenti aux oreilles humaines. Monsieur Armagnac, quant à lui, prenait le remplacement du refrain de la Marseillaise aux armes citoyens par aux grèves citoyens, car il était plutôt spécialisé dans l'antimilitarisme, mais un antimilitarisme particulier, dans le genre gaulois. Un distingué et fortuné Quaker anglais était venu le voir pour organiser le désarmement général de la planète, avait trouvé quelque peu singulière sa proposition de faire, d'abord, ce qui n'était qu'un début, fusiller les officiers par leurs soldats. C'est à vrai dire sur cette question que les deux hommes divergeaient le plus substantiellement de leur guide et maître en philosophie, bien que comme eux, nés en France et ayant bénéficié des plus grands privilèges de l'éducation française, le docteur Hirsch était d'une toute autre nature, doux, rêveur, humain, et malgré un scepticisme systématique, non dénué d'un certain transcendentalisme. Bref, il était plus allemand que français, et nonobstant une profonde admiration pour lui, ces Gaulois ne pouvaient se départir inconsciemment d'une certaine irritation à le voir prêcher la paix d'une façon aussi pacifique. Pour ses partisans, Paul Hirsch s'était néanmoins taillé dans toute l'Europe une réputation de saint de la science. Ses théories d'envergure cosmique paraissait d'autant plus avant-gardiste qu'il menait une vie austère et affichait une morale rigide, bien qu'un peu innocente. C'était une sorte de Darwin doublé d'un Tolstoï. En même temps, il n'était ni anarchiste ni antipatriote. Il avait sur le désarmement des idées non point arrêtées, mais au contraire modérées, et le gouvernement de la République comptait beaucoup sur lui pour perfectionner certaines choses dans le domaine de la chimie. Il avait d'ailleurs récemment découvert un explosif silencieux dont le gouvernement gardait jalousement le secret. Il habitait non loin de l'Élysée, dans une rue agréable, qui, dans la chaleur de l'été, semblait presque aussi verte que les jardins de l'Élysée même, une rangée de marronniers l'ombrageait, sauf à un endroit où une grande terrasse de café s'étendait sur le trottoir, travelé de soleil. Presque en face se dressait la maison du grand savant, avec ses persiennes vert et blanc, et un balcon en fer forgé, vert également, qui courait le long des fenêtres du premier étage. Juste en dessous, on accédait à une espèce de cour carrelée, égayée d'arbustes. Les deux Français y entrèrent en devisant avec animation. Simon, le vieux domestique du professeur qui leur ouvrit la porte, faisait assez professeur lui-même, avec son complet noir, ses lunettes, ses cheveux gris et son air docte. Il faisait même plus homme de science que son maître. Le docteur Hirsch étant un drôle de petit bonhomme, bâti comme une mandragore, avec une grosse tête qui réduisait son corps à l'insignifiance. Quoi qu'il en soit, avec toute la gravité d'un grand spécialiste, remettant une ordonnance, le domestique tendit une lettre à M. Armagnac, lequel la décacheta impatiemment et lut rapidement ce qui suit. « Je ne puis descendre vous recevoir. Il y a dans la maison un individu que je refuse de rencontrer. C'est un officier chauvin, nommé Dubosc. Il est assis dans l'escalier,
Il a retourné le mobilier dans toutes les pièces. Je me suis enfermé dans mon cabinet de travail, en face du café. Si vous tenez à moi, allez au café, prenez place à une table, en terrasse, et attendez. Je vais essayer de vous l'envoyer. Je vous serai reconnaissant de l'écouter et de tenter de lui faire entendre raison. Je ne puis le rencontrer en personne. Je ne peux. Jamais. Il va y avoir une nouvelle affaire, Dreyfus. Professeur Hirsch. Monsieur Armagnac regarda Monsieur Brun, qui prit la lettre, la lut et regarda Monsieur Armagnac. Après quoi, ils se dirigèrent rapidement vers l'une des petites tables sous les marronniers, de l'autre côté de la rue. Là, ils commandèrent 2 grands verres d'absinthe. Cette décoction, d'un verre horrible, qu'ils paraissaient capables d'ingurgiter par tous les temps et à toute heure du jour ou de la nuit. Le café était à peu près vide, en dehors d'un militaire attablé devant un café, d'un grand gaillard qui savourait un petit sirop et d'un prêtre qui n'avait rien pris. Maurice Brun s'éclaircit la voix et dit « Nous devons aide et assistance à notre maître, quoi qu'il arrive, bien sûr. Mais... » Il s'interrompit et après un silence, Armagnac dit « Il a peut-être d'excellentes raisons de ne pas vouloir rencontrer cet homme, mais... » Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase que l'intrus était éjecté de la maison d'en face. Les buissons sous le porche s'écartèrent brusquement et l'indésirable en surgit comme un boulet de canon. C'était un homme costaud, coiffé d'un petit chapeau de feutre tyrolien, incliné sur la tête, et qui avait assurément quelque chose de tyrolien dans toute sa personne, avec ses larges épaules, ses jambes fortes moulées dans une culotte courte et de bas de laine. Il avait des yeux bruns, très brillants, et mobiles dans une face à la peau très brune, sous des cheveux brun foncé, coiffés en brosse et presque ras sur la nuque, détourant un crâne carré, puissant. Il avait une formidable moustache noire en corne de bison. Cette puissante tête aurait normalement été posée sur un cou de taureau, mais l'individu portait un grand foulard bigarré qui lui cachait le bas des oreilles, et enfoncé par devant dans sa redingote comme une sorte de gilet fantaisie. C'était un foulard aux couleurs soutenues, rouge foncé, vieil or et pourpre, maintenant passé, et probablement de confection orientale. Le personnage avait quelque chose d'un peu barbare, et on aurait plutôt dit un noble hongrois qu'un simple officier français. Mais il parlait un français irréprochable, et son patriotisme français était si virulent qu'il en devenait un peu absurde. La première chose qu'il fit en jaillissant du porche fut de tonitruer dans la rue. « Y a-t-il des Français ici ?» comme s'il cherchait des chrétiens à la Mecque. Armagnac et Brun se levèrent aussitôt, et pourtant trop tard. On accourait déjà des 2 bouts de la rue, formant un petit attroupement qui allait en s'étoffant, avec l'instinct politique des Français pour organiser des manifestations publiques en moins de temps qu'il en faut pour le dire. L'homme à la moustache noire traversa vivement la rue en direction de la terrasse du café, monta sur l'une des tables et, s'accrochant à une branche de marronnier, se mit à déclamer, comme jadis Camille Desmoulins, jetant des feuilles de chêne au peuple. « Français !» bredouilla-t-il. « Je ne suis pas doué pour parler en public. Puisse Dieu me venir en aide, parce qu'il faut que je parle. Ces politiciens, dans leur parlement pourri, ils apprennent à parler, mais ils apprennent aussi à ne rien dire. Ne rien dire comme l'espion qui se cache dans la maison d'en face, comme quand j'ai frappé à la porte de sa chambre, comme il ne dit rien tout de suite, alors qu'il m'écoute en tremblant. Ah, on peut dire qu'il est éloquent, le silence de ces politiciens. Mais le moment est venu où même si nous ne savons pas parler, nous devons parler. Vous êtes trahis, livrés aux Prussiens par cet homme. Je m'appelle Jules Dubosc et je suis colonel d'artillerie en garnison à Belfort. Hier, nous avons capturé un espion allemand dans les Vosges et il avait un papier sur lui. Ce papier, le voici. On a bien essayé d'étouffer l'affaire, mais j'ai voulu aller trouver celui qui l'a écrit. Il habite là, en face. C'est son écriture. Le document est signé de ses initiales. Ce sont des instructions pour trouver le secret de son nouvel explosif silencieux. Celui qui l'a inventé. Hirsch. C'est lui qui a écrit ce message. Il est en allemand, et il a été trouvé dans la poche d'un Allemand. Dites à l'homme que la formule de l'explosif est dans une enveloppe grise qui se trouve dans le bureau du secrétaire du ministre de la Guerre.
dans le tiroir supérieur du meuble de droite. Elle est rédigée en encre rouge. Qu'il soit prudent. P.H. Il s'exprimait par petites phrases courtes qu'il débitait comme une arme automatique. Soit il était d'une parfaite bonne foi, soit il était fou. La foule en majorité nationaliste était déjà considérablement excitée, et stimulée par Armagnac et Brun, quelques intellectuels parmi les plus enragés accrurent encore la fureur générale. « Si c'est un secret militaire, hurla Brun, pourquoi le clamez-vous au milieu de la rue ?»« Je vais vous le dire, beugla Dubosc pour couvrir les vociférations de la foule.